Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce soir pour vous présenter la restitution de l'enquête Jeunes diplômés professionnels RH que nous avons réalisée avec l'équipe projet présente avec moi ce soir et que je vais vous présenter rapidement. Tout d'abord, Muriel Defabray, qui est co-directeur du CIFOP, le Master 2 RH de Paris 2. Christina Gers, que vous ne verrez pas, mais qui est là derrière à la régie pour jouer le rôle complexe de modérateur ce soir, qui va collecter donc vos questions. Et puis, en visio, nous avons Nicolas Masson, qui était notre grand maître, dirigeant de Pragma, grand maître pendant la réalisation de cette enquête. Et puis, de Londres, William Leprado, jeune RH chez Crédit Agricole, président de l'alumni du CIFOP. Voilà. Et Philippe Durance également, qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est titulaire de la chaire de prospective et de développement durable au CNAM. Je rappelle que cette enquête a donc été menée au sortir du premier confinement. Nous avions l'intention, avec l'équipe projet, de recueillir les avis, les ressentis des jeunes diplômés au moment où on commençait la nouvelle année scolaire. Et puis, au moment où on était prêt à faire notre enquête, le deuxième confinement a été annoncé. Nous avons remanié à grande vitesse ce questionnaire qui a donc été diffusé pour les jeunes diplômés du 1er au 20 octobre et ensuite pour les professionnels RH du 20 octobre au 15 novembre. Nous avons reçu pour la première enquête 229 réponses et 309 pour la deuxième. Initialement, nous avions prévu de présenter le rapport, la restitution début janvier, mais compte tenu des mesures disciplinaires sanitaires en cours, on l'a vécu de façon disciplinaire, et nous avons donc décidé de reporter au mois de mars, en se disant qu'au mois de mars, on pourrait le faire en amphi. Malheureusement, on est à la veille peut-être d'annonce d'un troisième confinement ou en tout état de cause de mesures plus restrictives. Nous verrons ce soir à partir de 19 h, dès que nous aurons donc terminé. Voilà donc, vous aurez, n'oubliez pas bien sûr, le livre blanc qui sera remis à chaque participant. Et ce livre blanc sera également à disposition sous format PDF sur le site de Focus RH. N'hésitez pas pendant toute la présentation à poser vos questions. Nous y répondrons à la fin. Christina donc, nous transmettra les questions que vous avez posées. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous vous ferons parvenir nos réponses. Voilà. Alors, ce soir, 3 parties pour cette restitution. La première sur les principaux enseignements de l'enquête. La deuxième sur la réaction des étudiants et leur état d'esprit aujourd'hui. Et nous accueillerons sur le plateau 3 étudiants de la promotion Master 2 RH en cours. Et ensuite, dernière partie, comment se préparer à la sortie de crise et que restera-t-il de la crise ? Voilà donc le sujet de ce soir, la façon dont nous allons présenter. Et nous allons enchaîner tout de suite sur la première partie, les principaux enseignements de l'enquête. Nous aurons pour répondre à ces points-là Nicolas Masson, Muriel, William et donc moi-même. Nicolas, je vais donc te donner la parole pour nous dire quelle approche méthodologique nous avons eue et quels sont les enseignements majeurs que nous pouvons retenir ce soir. Vous aurez bien sûr tout le loisir après de retrouver toutes les questions et toutes les réponses qui ont été données, si vous voulez vous-même vous creuser un peu le sujet. Nicolas. Merci Alain. Donc sur cette enquête, il faut surtout la resituer à la fois dans son contexte et dans son utilité. Donc on était sur un contexte qui est 4 mois en arrière, donc assez différent de celui d'aujourd'hui, et donc et par ailleurs sur un échantillon qui fait que cette enquête est davantage finalement un aiguillon à la réflexion, et c'est peut-être ça qu'il faut avoir ce soir, c'est au travers des chiffres
essayer de prendre un enseignement qui soit surtout des questions à se poser, des réflexions à avoir, qui d'octobre à aujourd'hui restent actuelles et permettent de se pencher sur la situation et surtout de se préparer à l'avenir. Quand on regarde les premiers résultats, il y a très rapidement, vous voyez ces chiffres, d'un côté avec le orange, jaune-orange chez les jeunes diplômés, en vert les professionnels RH. Et c'est intéressant de voir que quand on regarde ces chiffres-là, eh bien, on voit d'abord, et ça n'est pas quelque chose de franchement étonnant vu la période, un grand pessimisme, un pessimisme très fort à la fois sur la situation économique des entreprises, 18% pour les jeunes diplômés, 21% pour les professionnels RH, pour l'avenir de la planète également. Et voilà, donc, grand pessimisme qui se retrouve également plus particulièrement sur les jeunes, puisqu'un tiers se retrouve simplement sur optimisme pour leur avenir professionnel, donc ça veut dire que les 2 tiers sont pessimistes, et à voir par rapport aux DRH qui sont les 2 tiers sont optimistes. Donc, premier point, c'est qu'il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de ce pessimisme? Et puis, par ailleurs, cet écart, bien avoir conscience de cet écart qu'on peut avoir entre ceux qui sont dans une forme de situation professionnelle relativement installée et puis ceux qui sont plutôt dans un début de vie professionnelle. Globalement, deuxièmement, on voit que les entreprises ont été très bien su réagir à la crise et ça, c'est aussi une source d'enseignement. Qu'est-ce qu'elles ont fait et sur quoi peuvent-elles capitaliser pour travailler sur la suite? Et avec un grand écart aussi sur ceux qui jugent, et notamment du côté RH, que la crise a permis d'améliorer son image, et puis les jeunes qui ont une vision un petit peu moins dithyrambique. Voilà. Donc, premier point, que faire de ce pessimiste? Attention à cet écart. Pour autant, les entreprises ont su réagir et qu'est-ce qu'on peut faire de cette capacité de réaction? Si je peux avoir le slide suivant, ce serait génial. Voilà, deuxième élément, et c'est surtout pour souligner l'écart qu'il peut y avoir entre quand on est plutôt professionnel RH et qu'on est d'un certain côté, entre guillemets, dans l'entreprise et ceux qui sont de l'autre, l'écart qu'il peut y avoir, et notamment sur une question, est-ce que la crise a fait grandir les jeunes sur leurs priorités ou sur leur autonomie? Les RH ont 69 et 51% à penser que oui. Et pour autant, les jeunes ont une perception, les jeunes diplômés, une perception tout à fait différente avec, sur les mêmes questions, est-ce que cette crise vous a fait grandir? Sur vos priorités, 27%. Est-ce qu'elle vous a fait grandir sur votre autonomie? 10%. Donc pareil, on retrouve cette question importante de comment on fait pour rectifier cet écart. Pour autant, il y a d'autres points qui, je pense, seront repris après tout à l'heure, mais d'autres points qui, pour moi, sont majeurs, ça a été plutôt de prendre en conscience à quel point les répondants, notamment jeunes diplômés, étaient dans des situations diverses, situations émotionnelles, situations d'optimisme divers, et que c'est peut-être ce point-là qu'il faut prendre davantage en compte. Si on peut passer à la suite, la slide suivante. Alors, le télétravail, on en parlera après. Très bien. Et donc, quand on regarde, si on fait une analyse typologique sur l'échantillon des jeunes, on voit bien qu'il y a sur 2 axes. Par exemple, il y a l'axe où on est optimiste sur la situation globale, on l'est ou on ne l'est pas. Optimiste par rapport à mon avenir personnel, on l'est ou on ne l'est pas. Et on voit qu'il y a 4 catégories qui, en fait, génèrent des comportements assez différents. Le premier, c'est des gens qui sont entreprenants, c'est-à-dire qu'ils sont optimistes pour eux. Donc, finalement, quoi qu'il arrive, ils iront, ils avanceront, et souvent en dehors de la grande entreprise. À l'opposé, on a ceux qui sont à plat, et quand on voit leurs résultats, c'est vraiment à plat, avec peu de réactions, mais en même temps, il y a 2 catégories intéressantes à analyser. Ceux qui sont les protégés, c'est-à-dire des gens qui vivent bien dans l'entreprise, l'entreprise a bien soin d'eux, pour autant, et donc ils sont optimistes sur la situation globale, pour autant, ils vivent assez mal la situation de point de vue personnel en étant pessimistes. Et puis, une catégorie qui était la plus importante, et c'est les pessimistes en réaction, donc des gens qui sont à la fois assez pessimistes sur la situation, mais convaincus qu'ils vont s'en sortir, et avec, moi ce qui nous a frappé dans cette catégorie, avec une très grande puissance émotionnelle dans leur réaction. Voilà un petit peu cette catégorie, et je pense que la question, c'est si tous ces comportements et ces visions de voir aussi différentes sont dans les entreprises, que fait-on? Comment les prendre en compte? Comment les accompagner? Voilà un petit peu sur les grands enseignements qu'on peut avoir, mais qui sont détaillés dans le livret blanc.
Voilà, j'en ai fini. Merci, Et je pense que Nicolas. c'est à Muriel. Merci Nicolas. Oui, voilà. Et Muriel, donc cette typologie te parle. Comment tu as analysé cela aussi du côté de la faculté? Donc, puisque quand on parle des jeunes, pour nous jeunes diplômés, pour Muriel, ce sont les étudiants, et pour nous dans l'entreprise, ce sont des apprentis. Mais ce sont les mêmes personnes dont nous parlons. Oui, merci Alain, merci Nicolas pour cette étude pleine d'enseignements. Moi, je trouve que il faut essayer d'aider les RH, hein, c'est mon sujet, d'aider les RH et les DRH, et donc mes étudiants qui vont le devenir. Et je vous propose d'affiner un tout petit peu les catégories découvertes grâce à l'étude, la typologie donc de ces jeunes diplômés. On les imagine ayant déjà une expérience professionnelle de moins 6 mois et effectivement soit optimistes par rapport à l'avenir d'une manière générale, soit optimistes plus ou moins par rapport à leur situation personnelle. Et comme le soulignait Nicolas, cette catégorie des pessimistes en réaction, je ne sais pas si elle mérite peut-être d'être un peu approfondie, parce qu'on les a libellés au vu des réponses. Elle est, à mon avis, assez conjoncturelle. Elle était intéressante parce qu'on voyait des jeunes qui étaient assez contents, qui considéraient que leur situation était cohérente avec leurs attentes. Ils avaient aussi l'impression d'avoir un avenir professionnel aussi bon, voire meilleur que ceux de leurs parents. Leur avenir personnel n'était pas non plus tellement leur souci. Et pourtant, ils étaient ou très pessimistes pour le monde et l'écologie, ou très pessimistes pour l'avenir de l'entreprise. Et c'est cette surréaction. En fait, pour moi, c'est la génération des Z, cette nouvelle génération qui arrive sur le marché et qui n'a pas besoin vraiment de la rationalité, qui est assez à l'aise avec l'irrationalité. Et cette sensibilité, je trouve qu'elle est intéressante à apprendre à capter pour les RH. Voilà, et à mon avis, il faudra travailler avec eux un peu différemment. Alors, c'est vrai qu'il y avait les entreprenants qui, on les a classés entreprenants, qui sont assez optimistes. Je pense qu'ils doivent sentir assez d'énergie en eux pour se débrouiller, faire le gros dos, puisque c'est un peu la crise, ils vont attendre. En discutant avec mes étudiants, je vois, ils se disent on va trouver des situations un peu durables, prolonger un peu nos études. Bon, ils ont l'air de... Ceux-là, ils ne sont pas trop inquiétants. Et c'est vrai que la catégorie des protégés était aussi assez amusante. Elle nous est apparue comme une catégorie d'étudiants ou de jeunes diplômés qui avaient absolument été conquis. Enfin, ils étaient très optimistes, vraiment, quant au traitement qu'ils avaient reçu dans leur entreprise. Donc, comme s'ils faisaient tout à fait confiance à leur entreprise. Et par contre, ils étaient très différents parce qu'ils étaient pessimistes pour leur avenir personnel et en particulier quand ils le comparaient à celui de leurs parents. C'est pour ça qu'on les a appelés les protégés. Alors, c'est une petite catégorie, mais manifestement qui a l'air d'être sensible à l'entreprise et son objectif, et qui devrait pouvoir être utile, je pense, utile, efficace, enfin pouvoir être embarqué dans les projets d'entreprise. On peut parler de l'entreprise parce que globalement, dans les résultats, on a vu aussi que la grande majorité de ces jeunes diplômés est quand même favorable à l'idée d'entrer coopérer avec une grande entreprise, même si effectivement c'est pas les carrières à vie qui maintenant les intéressent. Et j'ai trouvé aussi intéressant en dépit du confinement, cette envie d'aller travailler à l'étranger ou de travailler à l'extérieur de la France. Pour 40% d'entre eux, c'est une possibilité qu'ils envisagent toujours. Voilà. Merci Muriel. Alors William, comment as-tu perçu toi cette typologie et les analyses qu'on a pu faire sur les jeunes? Qu'est-ce que entre les jeunes et les RH aussi, hein? Comment tu vois les jeunes arriver dans l'entreprise et en tant que toi-même jeune professionnel encore, même si ça fait quelques années maintenant que tu es sorti du CIFOP. Vas-y. Oui, merci Alain.
J'aime beaucoup ce type d'enquête parce que ça permet de prendre la température sur un certain nombre de sujets. Et il y a quelques chiffres qui ont attiré mon attention, qui je pense sont très utiles pour les professionnels des ressources humaines et qui également résonnent avec mes 10 premières années d'expérience. C'est le sujet de l'attractivité. Dans cette enquête, il y a quelques chiffres très marquants sur ce qui donne de l'attrait pour les jeunes à rejoindre une entreprise. Et il y a ce chiffre qui, moi, m'a marqué, qui est 31% des jeunes diplômés aimeraient travailler pour une PME, 10% pour une start-up. Je pense que ça traduit vraiment un véritable appétit pour les expériences professionnelles dans des structures à taille humaine. Et ça, je disais, ça résonne un petit peu avec avec une précédente expérience. Je pense que, comme on le sait, dans ces structures à taille humaine, on a davantage de chances d'y trouver un collectif plus soudé, moins anonymisant, peut-être un management approchable, disponible. Et surtout, ce qui, je pense, est très important pour les jeunes, c'est ce que nous dit également les résultats de l'enquête, un poste de travail qui est moins segmenté, qui est plus polyvalent. Je crois que la quête de sens au travail, c'est un grand sujet pour toutes les organisations. Je crois que l'enquête également confirme que c'est un vrai sujet pour les jeunes. Alors, peut-être encore plus pour les jeunes générations que les précédentes. Alors ça, notre enquête le mesure pas bien, mais c'est quelque chose que moi je ressens. Je crois qu'on aspire tous à comprendre en quoi notre activité, elle contribue aux objectifs, aux projets de l'organisation. Et malheureusement, plus l'organisation elle est grande et complexe, plus ce lien entre le travail que je fais et ce qu'accomplit l'organisation devient difficile à saisir. Donc c'est un grand sujet. Ça fait partie des enquêtes d'engagement qui sont déployées dans la plupart des entreprises. Mais ce que traduit notre enquête, c'est que ce sujet, il est vraiment important pour les jeunes générations également. Donc ça, c'était le premier point qui m'a vraiment marqué. Le deuxième, qui me tient un peu à cœur parce que moi, je fais partie de cette génération Y là, qui est née entre le début des années 80 et puis le milieu des années 90. J'en dirai pas plus sur mon âge, mais ce que l'on entend depuis quelques années, enfin il y a une petite musique, c'est que ces jeunes finalement deviennent de plus en plus centrés sur leurs besoins, sur leur écran et finalement sur leur personne. Alors je pense qu'il y a plein d'idées derrière ça. Il y a notamment ce que représentent les réseaux sociaux, les dangers, les biais de confirmation, etc. On va pas y rentrer, mais je pense qu'il y a quelques éléments de notre enquête qui tendent à tordre le cou à cette idée, puisque l'enquête, à mes yeux, elle montre au contraire, et je pense que c'est vraiment salutaire, que les jeunes diplômés, ils font preuve d'une très grande sensibilité sur le monde extérieur. Moi, j'avais noté quelques exemples tirés de l'enquête que Muriel a déjà brossé en partie, hein, mais voilà, il y a cette grande inquiétude sur le monde, sur l'état du monde qui ressort très clairement, qui est plus poignante encore que les résultats des professionnels RH. Inquiétude sur la trajectoire qui est prise également, hein, donc qu'il s'agisse du réchauffement climatique, de la situation économique, la coopération internationale. Voilà, ça, c'était des exemples concrets et dont les niveaux d'inquiétude crèvent le plafond. Il y a également quelque chose qui ressortait très bien de l'enquête, c'est le niveau d'inquiétude exprimé par ces jeunes envers leurs proches et leurs familles, qui était nettement supérieur à l'inquiétude envers eux-mêmes. Donc, je pense que ça traduit également quelque chose sur l'empathie que l'on peut avoir envers autrui. Et puis, il y a très intéressant aussi cette frange non négligeable de jeunes diplômés. Ils sont 15% à avoir déclaré s'être investis à titre bénévole durant la crise pour aider, alors de multiples façons, hein, que ce soit de l'entraide, de la livraison de repas, ou des cours, des choses comme ça. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant à mettre en exergue parce que sur la place que représente le bénévolat chez les jeunes, je pense qu'elle est complètement sous-estimée. Je pense qu'il y a un peu cette idée que le don de son temps, il est lié au grand âge, c'est-à-dire plus on avance vers la retraite ou après la retraite, plus on est en position sans doute de donner de son temps. Et c'est pas du tout le cas, puisque quand vous regardez justement quelques chiffres, notamment distillés par France Bénévolat, vous voyez que la part des moins de 35 ans qui est investie bénévolement, elle est aussi importante que le reste de la population.
Et c'est une part dans cette frange-là, les moins de 35 ans, est une part dont l'engagement bénévole grandit. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant qui est également ressorti de notre enquête. Donc voilà, donc en somme, c'est ça, hein, mais pour moi, les deux principaux enseignements, hein, évidemment, les jeunes ont une grande valeur, ils ont un rôle à jouer dans nos collectifs de travail, et deux, les grandes organisations, la grande entreprise, elle doit se rendre à l'évidence qu'elle est que marginalement en tête dans la course à l'attractivité. Merci William, et c'est vrai que dans l'enquête, vous verrez en lisant attentivement le livre blanc, on a beaucoup de points de convergence entre les professionnels RH et les jeunes diplômés, mais aussi quelques écarts. Alors, on a vu sur l'intérêt de la mission, comme l'a souligné William, c'est un point sur lequel on a une convergence forte. Par contre, sur la marque employeur, et vous savez, comme nous travaillons dans l'entreprise pour développer l'image employeur, la marque employeur, finalement, la marque employeur pour 36% des jeunes, c'est pas important. Donc voilà, ça mène à réfléchir. On en reparlera tout à l'heure en fin de l'émission. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre première partie. J'espère que vous avez déjà beaucoup de questions. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Bonsoir. Voilà, donc maintenant nous sommes avec nos trois jeunes étudiants. Tout d'abord, Dylan Lemounier. Bonsoir Alain, bonsoir Muriel. Pierre Lebourg. Bonsoir. Et Jacques Lecroard. Bonsoir. Voilà, alors pourquoi les étudiants sont avec nous ce soir? Sachez que dès le départ, nous avons fait le choix d'associer nos étudiants, je dis nos, Muriel, hein, tu m'en veux pas, je suis moi-même un ancien du CIFOP. Nous avons associé nos jeunes étudiants tout d'abord dans la conception du test, hein, ils ont aidé à affiner et à tester le questionnaire. Deuxièmement, ils ont travaillé avec Muriel sur l'analyse des résultats et ils ont travaillé aussi un peu avec nous sur le livre blanc. Et donc, ils sont là ce soir pour deux choses. D'abord, nous dire comment ils ont appréhendé l'enquête. Et ensuite, je poserai une deuxième question qui sera sur les ressentis depuis que l'enquête a été faite, puisque le temps a coulé. Ça serait intéressant aujourd'hui d'avoir un éclairage, d'autant que nous avons la chance d'avoir sur le plateau Jacques Lecroard, président de l'association CAPRH, tu nous diras un mot tout à l'heure, et puis Pierre Lebourg également, Pierre Arnoux, pardon, excuse-moi, là, je fais des... Pierre Arnaud, tu aurais dû me corriger tout à l'heure, qui vont donc nous parler de l'association et pourquoi ils sont là aussi ce soir. Bien, alors Dylan, peut-être, oui, qu'as-tu pensé de l'enquête? Sur la première question, Alain, donc comment les jeunes ont appréhendé un petit peu l'enquête, et bon, nous personnellement, et même je pense collectivement, pour en avoir discuté avec beaucoup de jeunes, que ce soit à Paris ou dans toutes les autres régions, mais écoutez, on a appréhendé cette enquête avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité aussi. Pourquoi? Je m'explique, en fait, concrètement, c'est déjà très agréable de sentir que nous, jeunes générations, jeunes diplômés, qui allons rentrer sur le marché du travail, ou qui sommes sur le marché du travail depuis très peu de temps, sommes écoutés. Nous sommes écoutés, donc nos sentiments, notre ressenti est pris en compte par des professionnels RH qui sont censés nous recruter, donc c'est toujours très intéressant. Donc là-dessus, on remercie vraiment ce type d'enquête. Ensuite, effectivement, très intéressant de savoir également quelle est la perception de ces professionnels RH, leur perception sur nous en tant qu'êtres humains, sur notre ressenti, et de croiser cela vraiment à ce que nous pensons, comprendre un petit peu les disparités, les différences, tenter de les expliquer. Et puis, bien évidemment, toujours intéressant aussi, nous, de pouvoir mettre en avant ce que nous ressentons pour que cela ressorte au niveau des entreprises, des services RH, pour éventuellement corriger les dysfonctionnements, que ce soit en termes d'attraction, comme le disait tout à l'heure William, pour qu'on puisse s'épanouir et être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme en entrant sur le marché du travail. Et Dylan? Oui, si je peux rajouter un mot. Oui. Donc on a vu qu'il y avait quelques divergences entre la vision des professionnels RH et des étudiants. Et on peut l'expliquer aussi par un certain effet de loupe. Nous, en tant qu'étudiants, au quotidien, il y a une certaine lassitude, on a des cours en ligne, etc. Et nous, on a l'image à court terme de ce marché du travail, parce qu'on va y rentrer dans quelques mois à peine, alors que les services RH ont une vision plus long terme, et c'est des sujets d'attractivité, de rétention. Donc on peut l'expliquer par ça aussi, le pessimisme. Nous, on n'a pas encore la vision de la sortie de la crise. C'est assez dur pour nous de voir ce côté-là. Pierre? On est essentiellement donc, dans la recherche un peu de la première expérience, ce premier job qui
qui veut toujours dire beaucoup et rythme un peu le début de carrière. Et donc, c'est aussi une source de stress quand on est un peu dans le flou, dans le trouble, au vu de la crise sanitaire actuelle, de ne pas savoir quelle va être la possibilité du marché. Comme on l'a vu, à la période où l'enquête a été menée face à la période actuelle, il y a eu déjà beaucoup de bouleversements et il y en a peut-être qui vont encore arriver dans les annonces qui vont suivre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les étudiants, je pense, font un vrai focus sur cette première expérience qui va arriver et sur laquelle ils n'ont pas vraiment de visibilité. Tout à fait. Merci Pierre. Muriel, oui, on s'était dit aussi, effectivement, on avait entendu Emmanuel Macron début d'année qui parlait de donner un jour par semaine dans l'entreprise, parce que vous êtes donc apprenti, vous alternez entre l'université, entre l'université et l'entreprise. Donc un peu peut-être privilégié, entre guillemets, je vais mettre par rapport à d'autres étudiants qui ne sont pas en alternance, qui ont plus de mal peut-être à trouver des stages et qui suivent aussi les cours à distance. Mais on a vu donc comment ça s'est passé à Paris 2, c'est pas toujours facile. À l'université, on a eu vent de ce que les étudiants étaient d'une manière générale. On entend esselés, fatigués de suivre leurs cours à distance. En tant qu'enseignant, je pense quand même que les cours à distance sont un peu dégradé par rapport aux cours qu'on peut donner en présentiel. Mais manifestement, j'ai trouvé que nos étudiants s'étaient quand même bien habitués à la distance, l'avaient organisé, avaient trouvé des moyens de la rendre agréable. Alors, c'est pas évident pour nous de les faire revenir une journée par semaine à l'université. C'est le projet, c'est le programme. Et pour tout vous dire, dans notre centre, la semaine dernière, on a eu, manque de chance, un cluster. Donc, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. La période est difficile pour imaginer des retours, un retour encore à la normale pour les enseignements à l'université. Oui, donc on est obligé de faire aussi, c'est ça, avec les contraintes locales. Et nous verrons ce soir s'il y a des nouvelles mesures qui vont aussi concerner l'université, donc l'intégration des jeunes dans l'université. Alors, je disais tout à l'heure que l'enquête a été faite au mois d'octobre et novembre. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. On pensait qu'on allait repartir en fanfare, si j'ose dire, en fin d'année. Et puis finalement, on va savoir tout à l'heure à quelle sauce nous allons être mangés. Comment ça se passe autour de vous? Je disais tout à l'heure, vous êtes un peu privilégié, mais vous avez évoqué aussi les angoisses qui peuvent exister, les inquiétudes par rapport au marché, en espérant que d'ici la fin de l'année, quand vous allez sortir, tout sera un peu décanté. Mais qu'est-ce que vous entendez, vous, autour de vous, et notamment via l'association CAP-RH? Jacques, je crois que vous allez d'ailleurs faire bientôt un webinaire sur comment trouver son premier emploi. Donc les étudiants qui nous écoutent, vous êtes encore les bienvenus, il y a de la place. Oui, encore de la place. Oui, parce que donc l'association Le CAP-RH accompagne des étudiants dans leur recherche d'emploi et globalement dans leur intégration sur le marché du travail. Donc on en a reçu des centaines depuis l'année dernière et on a vu cette évolution-là. Le premier point, c'est qu'il y a une lassitude. On a des étudiants qui reviennent, qui recherchent des stages, ça peut durer longtemps. Nos accompagnements, ils durent parfois plusieurs mois, 3, 4 mois pour trouver une alternance. C'est très long, faut bien le reconnaître. Et aujourd'hui, il y a un effort à faire qui a été fait par l'État pour essayer d'accompagner ces jeunes. Il y a une solution qui est en train d'être développée, on le voit. Mais il y a un effort aussi de la part des entreprises. On n'a plus les forums, il n'y a plus tout cet aspect physique qui était assez rassurant pour nous. Et c'est aujourd'hui qu'il faut développer ça du côté de l'entreprise, aller peut-être chercher ces jeunes qui sont délaissés, plutôt que les laisser dans leur coin, dans les cours en ligne qui nous coupent un peu de cette atmosphère. Et ces cours en ligne, justement, donc, si je peux te compléter, Jacques, ces cours en ligne qui vraiment renforcent le sentiment de lassitude. On le voit, nous, en tant qu'étudiants, on le ressent. Parce que passer une journée de 9h à 20h à enchaîner des visioconférences où, pour la plupart du temps, seul le professeur a sa caméra d'allumée, on est peut-être 2-3 étudiants à la mettre des fois. Enfin, c'est agréable pour personne, mais même pour le corps enseignant, on le comprend totalement. Et c'est très compliqué de suivre parce qu'on ne peut pas poser de questions intuitivement dès qu'on en a envie.
on reste bloqué sur certains points, on est obligé de se noter des points, mais de chercher un peu par nous-mêmes parce qu'on ne peut pas non plus trop solliciter l'enseignant qui aussi, lui, a des cours avec d'autres classes en visio juste derrière. C'est vrai que c'est vraiment compliqué et on attend qu'une chose, c'est le retour en présentiel, effectivement. Oui, mais c'est vrai que vous n'êtes pas revenu quand même. Voilà. Oui, pas encore. Et oui. Mais le changement d'environnement, c'est ce qui aussi brise cette routine et ce cercle qui nous fait rester un peu à distance. C'est l'avantage de l'alternance. Aujourd'hui, on a le plaisir de voir d'autres personnes travailler avec d'autres équipes dans un autre milieu, potentiellement peut-être retourner sur site 1, 2, 3 jours par semaine en fonction des organisations. Et ça change et ça permet de... L'alternance, pour le coup, est vraiment un vrai levier de fidélisation, non, c'est un peu fort, mais de socialisation et de maintien justement de la motivation des jeunes. Enfin, ce lien social, il est vraiment indispensable aujourd'hui. Il faut se féliciter de la capacité, du nombre d'alternants qu'on a aujourd'hui en France, parce qu'aujourd'hui, ça nous a quand même, nous, un peu sauvés, ça nous a mis un cadre dans notre recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous, on baigne encore dans le marché de l'emploi. Donc c'est assez facile, il faut imaginer que des étudiants qui sont seulement en cours en ligne, j'imagine des étudiants en droit, c'est très différent. Nous, on a cette opportunité-là et ça montre bien que c'est à développer sur le long terme, même en dehors de la crise, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. C'est ça, ce que l'on voit, c'est dans votre promotion notamment, je crois que tous les jeunes en apprentissage vont 1 jour ou 2 minimum par semaine dans leur entreprise, ce qui leur donne un peu un bol d'oxygène, une soupape, je ne sais pas comment dire. Certains vont un peu plus, mais globalement, c'est vrai que c'est une bonne formule qui permet aussi de garder de la motivation et de l'envie. Alors, tu le soulignes effectivement, l'alternance fonctionne très bien grâce aux mesures du gouvernement et aux efforts faits par les entreprises, puisqu'on a 500 000 jeunes en apprentissage cette année. C'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint. Par contre, on a 63 000 jeunes en moins en contrat de professionnalisation. Voilà. Donc, et pour les stages, je n'ai pas de statistiques. Je pense que ça doit être plus compliqué pour trouver des stages. On a beaucoup. On en voit beaucoup dans les accompagnements qu'on fait avec l'association. Justement, les recherches de stages, c'est souvent ce qui est très problématique. Malgré que souvent, ils sont pas toujours rémunérés. C'est quand même pas évident de décrocher une personne une entreprise avec qui fixer ce type de contrat. Si je peux dire un mot, en amont de tout ça, il y a les stages qui commencent très tôt, en 3e. On les oublie facilement, mais ça commence là. De découverte. C'est eux qui sont les plus compliqués à trouver. Nous, on le voit sûrement dans nos entreprises. C'est compliqué d'accueillir des stagiaires, parce que les stages à long terme de 6 mois, ça peut se trouver. Mais les stages plus courts, en IUT, les premières années de BTS, c'est là où c'est compliqué. Et c'est ces jeunes-là qu'il va falloir capter rapidement pour pas qu'ils soient délaissés. Dernier mot, un mot juste, Dylan, non? Non, écoutez, je pense que, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'ont dit mes camarades. Après, cette lassitude persistante, non, franchement, pas de... Pour rebondir sur les stages, c'est essentiel, hein. Comme l'alternance, l'expérience professionnelle, c'est dans les premiers critères de l'enquête. C'est pour nous, les jeunes, ce qui va nous permettre de décrocher notre job, c'est les expériences passées. Et c'est primordial parce que ça permet aussi de fixer son parcours, découvrir le monde de l'entreprise, découvrir sa voie, dans laquelle on se projette. Donc c'est essentiel et il ne faut surtout pas les abandonner. Au contraire, il faut trouver des mesures comme l'a fait l'État et c'est vraiment important. Moi, j'ai envie juste d'ajouter qu'il y a une petite hésitation du gouvernement qui réfléchit en permanence à une réforme ou une amélioration de l'apprentissage et qui pourrait penser qu'à l'université, dans l'enseignement supérieur, l'apprentissage n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que ça vous brûle pour point? Est-ce que vous pourriez dire... Moi, je pense que c'est important et intéressant pour vous, hein, mais quel argument on pourrait aller dire au gouvernement pour montrer la nécessité ou l'importance de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur? Je pense que c'est un gain de temps pour tout le monde, pour les entreprises. Je pense qu'il y a encore
beaucoup de métiers qui sont qu'on ne peut pas seulement apprendre à l'université, ça suffit plus, ou en tout cas ça suffit pas. Exact, oui. Et que c'est un gain de temps pour à la fois nous, dès septembre, on pourrait être des professionnels RH dans un service RH. Ce sera beaucoup plus compliqué pour des personnes qui ont simplement fait un master et qui ont encore tout le côté opérationnel exactement à apprendre. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Jacques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous sommes à l'école, on a une vision donc, plus théorique, mais la vision pratique, quand on arrive sur le marché du travail aujourd'hui en entreprise, et ça s'est vu, moi, mon cas personnel, je suis arrivé en entreprise l'été dernier, les 2 premiers mois ont été compliqués parce que c'est un environnement qui n'a rien à voir avec l'environnement scolaire. Aujourd'hui, un jeune qui ne fait pas d'apprentissage, d'alternance, qui n'a pas fait de stage, je pense, a beaucoup plus de difficultés et un temps d'adaptation beaucoup plus long, surtout quand il est embauché sur un poste de cadre directement à la sortie de l'école sans expérience. Temps d'adaptation très long et très compliqué, du coup, d'être efficient, d'être efficace dès le début, quoi. C'est une plus-value pour toutes les parties. L'alternant sort avec 1 ou 2 ans d'expérience directement suite à son parcours universitaire. Donc, face à la concurrence sur le marché français qui est quand même assez rude, c'est non négligeable. Hein. On sait que en entretien, il y a beaucoup de difficultés, il y a toujours un choix de candidat, et c'est une différence. Et pour les entreprises, c'est aussi un pilier une façon de fidéliser. C'est un levier pour maintenir, développer le lien en premier temps à travers l'alternance et ensuite fidéliser à travers un CDD ou un CDI directement. Donc c'est une relation gagnant-gagnant pour moi, l'alternance. Très bien. Merci donc Dylan, merci Pierre, merci Jacques. Nous allons donc vous libérer et maintenant aborder notre 3e partie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, voici donc notre 3e partie et nous allons avoir le plaisir de retrouver Nicolas, William et Philippe. Alors, cette partie, c'est comment se préparer à la crise, qu'est-ce qui va rester de... Oui. On se préparer à la sortie. À la sortie de crise. Oui, sortie de crise, excuse-moi. Oh là là, La crise. Merci Muriel. Que va-t-il rester de cette crise? Qu'est-ce qui va nous aider pour piloter l'avenir? Philippe, je ne te vois pas. Je ne sais pas si... Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, okay. Ah, voilà, super. Désolé, vous le voyez, mais je ne te voyais pas encore. Philippe, oui, je voudrais que tu nous donnes ton avis, que tu portes ton regard de prospectiviste. Qu'est-ce que tu as trouvé comme matière intéressante dans cette enquête et qu'est-ce qu'on peut projeter sur l'avenir par rapport aussi à d'autres études que tu as pu faire en lien avec l'entreprise et les jeunes? Ouais. Je vais répondre à ta question. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit juste avant par les jeunes apprentis qui étaient autour de la table. Je confirme, moi, le malaise, l'angoisse, puisque étant enseignant et responsable de master, je vois bien et je constate bien cette période un peu particulière qui conduit à des jeunes qui sont quand même globalement assez angoissés, qui ont plus de repères. Bon. Et donc qui sont dans l'incertitude complète et qui se posent un grand nombre de questions. Donc ça me paraît assez clair. Moi, je le vis de manière assez forte aussi. Maintenant, les crises, c'est toujours des accélérateurs de changement. Et ça, je trouve que c'est le bon côté. C'est le côté un peu positif pour certains changements. Alors, tous les changements ne sont pas forcément positifs, mais en tous les cas, là, on a quand même un phénomène qui accélère un certain nombre de facteurs de changement. Moi, j'en vois 5, en gros, qui peuvent nous toucher ou qui peuvent toucher les jeunes ou les entreprises. Là, dans les années qui viennent. Le premier, c'est qu'on va avoir affaire à on a des parcours de vie individuels, je pense, qui vont être de plus en plus concernés par des risques de fragilité. Donc évidemment, le Covid, c'est un cas évident de ça, c'est-à-dire qu'on est face à des situations où les individus sont dans des situations où en effet la fragilité est quelque chose qui compte. Alors soit
soit par rapport à des parents, par rapport à des enfants. Enfin voilà, on a des situations quand même qui interpellent pas mal sur cette dimension-là. Le deuxième facteur pour moi qui va être accéléré un peu, mais je pense qu'il y aura d'ailleurs un peu d'apport là-dessus de la part d'autres intervenants, là, c'est le changement dans les modes de travail. Donc le développement de nouveaux modes de travail. Alors il n'y a pas que le télétravail d'ailleurs. Je pense qu'on parle beaucoup de slashers notamment, c'est-à-dire d'individus qui cumulent les activités. Alors c'est pas vraiment qui cumulent les activités, mais qui en gros une activité rémunératrice qui leur sert qui sert uniquement à rémunérer et à venir, on va dire, en appui ou en support de fonctions de vie minimum, et puis d'autres travails voilà, qui sont plus dans l'aspect inspirationnel ou vocationnel, on va dire. Bon, voilà, donc ces nouveaux modes de travail, je pense qu'on va les voir de plus en plus. C'est-à-dire que même si dans l'enquête, on voit qu'il y a une interrogation, enfin, il y a une incertitude forte sur le devenir professionnel, je pense qu'on risque de voir ces effets-là, enfin, ces formes de nouveau travail s'amplifier. Je pense aussi qu'il y a clairement un refus, ça on le voit dans d'autres études que j'ai pu mener, un refus clair d'intégrer une entreprise pour une mission unique sur une longue durée. Donc il y a ces deux critères-là, c'est mission unique et longue durée, bon, chose que nous on a connue ou que nos parents ont connue, qui sont complètement inenvisageables et de plus en plus inenvisageables. Donc ça c'est vraiment une évolution du lien qui unit le salarié à son employeur, et il faudra que ça soit pris en compte par les entreprises. Bon, et puis un autre facteur pour moi qui est important aussi, et on le revoit là pour le coup, on le voit bien, je trouve, dans l'enquête, c'est l'attachement des individus au respect de certaines valeurs dans l'entreprise. Et je pense notamment à la solidarité. Ça pourrait être un fil rouge, l'aspect solidarité, notamment dans les facteurs de changement que moi je vois intervenir dans les années à venir. Enfin, quand je vois, qu'on voit dans certaines études, il y a cet aspect, on le retrouve dans les parcours de vie exposés au risque de fragilité. Il y a aussi cette notion de solidarité. Je pense que la solidarité, c'est un thème assez commun, assez transversal à pas mal de choses. Voilà. Et puis, alors, moi, j'avais quand même un côté un peu positif. Je trouve que dans l'enquête, il y a un truc qu'on n'a peut-être pas assez relevé. C'est quand on demande aux jeunes de parler d'avenir, de se positionner sur l'avenir, il y a très peu de non-réponses ou de « ça ne me concerne pas ». Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont assez… Alors, la réponse peut être positive ou négative, peu importe, mais ils se sentent concernés par l'avenir. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des gens ou des individus qui disent « bah non, moi, l'avenir, je vois rien, je ne me sens pas concerné par l'avenir ». Avec une petite inquiétude, c'est sur la planète. C'est-à-dire que le critère, effectivement, sur lequel les jeunes se sentent le moins concernés, et encore, enfin, une toute petite partie, mais c'est quand même la toute petite partie la plus forte, c'est sur la planète, l'avenir de la planète. Donc ça, c'est un peu plus inquiétant. Bon, voilà. Voilà en gros quelques réactions. Merci Philippe. C'est quelques bonnes pistes de réflexion qu'on va pouvoir mouliner dans les entreprises avec les collègues RH. Avant de parler des entreprises, Muriel, comment on peut voir l'avenir, comment on peut aider nos petits jeunes aussi sur ces fondamentaux à se préparer mieux? D'ailleurs, j'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter. On avait sollicité, donc je voulais saluer les étudiants du CIFOP qui nous écoutent. J'espère nombreux ce soir. Alors, comment cette étude peut les aider à se préparer? En tant que futur RH, moi j'avais été impressionnée par cette différence de perception de l'autonomie. On voyait les RH qui pensaient que leurs jeunes avaient pris de l'autonomie avec le travail à distance,
Et les jeunes, 10%, non, pas du tout, ça n'a rien changé. Ce confinement et ce travail à distance n'ont rien changé dans mon autonomie. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit que, bon, moi je me place plutôt du côté de celui qui a un peu d'expérience. Et on a l'impression que le jeune, chez lui, il ne va pas savoir faire, il ne saura plus nous demander, nous interroger, et pas du tout. On s'est aperçu qu'il savait très bien se débrouiller et être collaboratif et contribuer à l'entreprise. Et eux, pour le jeune, ça manifestement, c'était normal. Et c'est pas comme ça qu'il s'est senti autonome. J'ai eu l'impression qu'il y avait une divergence dans l'appréciation de l'autonomie. C'est assez intéressant. L'autonomie, c'est la capacité à se gouverner soi-même, se donner des règles. Et donc, j'ai pensé que nos jeunes, dans cette période un peu particulière, ils ont peut-être moins de temps pour penser à se gouverner eux-mêmes, à travailler sur leurs règles. On parle de valeurs. Est-ce que c'est plus un moment pour les valeurs et moins pour les règles qui nous sont imposées de l'extérieur? Enfin, voilà un sujet que je trouvais assez intéressant. Après, il y avait l'autorité. Je me dis que cette période change l'autorité. On est beaucoup plus dans l'horizontal, moins dans le vertical. J'aime bien cette image. Donc l'autorité, nous les Français attachés, c'est Thierry Barne qui nous dit, au métier, au statut. Pas facile quand on est là à se connecter, à mettre 3-4 minutes pour avoir le son. Voilà, c'est pas évident du tout, je trouve, quand on est derrière notre écran en tant qu'enseignant, de montrer notre autorité devant nos petits carrés noirs, aller supplier, s'il vous plaît, je veux voir un peu votre tête. Voilà. Donc, ça aussi, ça bouge. C'est intéressant. Je suis d'accord avec l'idée du changement, de crise. Moi, j'aime bien. Enfin, ça m'amuse que les choses bougent. J'avais envie de parler de ce monde en 2 dimensions, là, qu'on vit tous beaucoup, puisqu'on est très numérisé à distance, qu'on va avoir très envie de la 3e dimension, là, de la profondeur. Chacun doit imaginer, quand on fait de nouvelles connaissances maintenant derrière l'écran. Donc peut-être nos imaginations travaillent. Mais je pense qu'il faudra, quand la crise sera finie, enfin, ça serait mon mot, donner de la reconnaissance en tout cas à ces jeunes diplômés. Voilà, je ne sais pas comment, mais je veux bien chercher avec vous pour trouver des moyens nouveaux et adaptés à leurs demandes, satisfaire ces besoins de reconnaissance. Je finirai par un petit mot du philosophe Alain, que tu connais peut-être, qui disait le pessimisme est d'humeur, mais l'optimisme de volonté. Et cette phrase me plaît. Voilà, je vous la donne aussi au RH. Merci pour cet éclairage philosophique, voilà. Muriel. William, que va-t-il rester dans les entreprises? Alors, Philippe a évoqué le télétravail, d'autres formes également d'intervention dans l'entreprise demain. On a posé la question, nous aussi, sur le télétravail. Et là, on avait des points de convergence, je crois, entre jeunes diplômés et professionnels RH. Oui, merci de poser la question. Je pense que ce qui ressort très, très clairement maintenant, à plus d'1 an après le début de cette crise, c'est qu'il y a un réel appétit pour la flexibilité permise par le télétravail. Je pense que ça choquera personne si je dis que nos cultures d'entreprise, à mes yeux, elles ont majoritairement toujours été au mieux suspicieuses, au pire récalcitrantes au développement de cette flexibilité pour tout un tas de bonnes et de moins bonnes raisons. Mais il faut bien reconnaître, comme le disait Philippe, que la crise, elle a joué un rôle de catalyse en faisant du télétravail non plus un avantage consenti, mais vraiment un enjeu de survie, de continuité opérationnelle pour les entreprises. Donc ça, je pense que ça va vraiment être l'acquis majeur. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même reconnaître que en 1 an, je crois qu'on a tous fait une forme de pèlerinage intellectuel sur le sujet, puisque moi, je me souviens, il y a 1 an, vraiment exactement, au début, on commençait par dire, voilà, le télétravail, c'est fantastique, on n'a plus besoin de bureau, l'avenir est à la campagne, l'avenir est tout digital. Et puis, on a quand même pris conscience petit à petit, et en particulier avec les jeunes, que tout télétravail, ça génère pas mal de problèmes, notamment sur le plan individuel.
moi j'ai remarqué, et mes collègues aussi, que l'apprentissage des plus juniors, il est compromis. Leur montée en compétences, elle est forcément plus difficile quand on n'est pas là sur le terrain. On ne peut pas acquérir le savoir-être. On traduit difficilement son savoir académique en réalité opérationnelle. Un autre problème qui a été ensuite très vite remarqué, c'est la circulation de l'information informelle, qui forcément est beaucoup plus difficile quand le collectif de travail est éclaté et que chacun est chez soi derrière son écran. Et puis, si j'essaie de lier ça à notre enquête, c'est sans surprise à mes yeux qu'on voit bien que le tout télétravail, c'est pas ce qui est demandé, c'est pas ce qui est recommandé par les professionnels RH. Ils sont près de 70% à dire que le 2 jours par semaine, ça devrait être l'idéal. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui restera, cette compréhension que le télétravail, c'est une opportunité à l'échelle individuelle, mais c'est aussi un challenge au plan collectif. Et si je reste sur les résultats de l'enquête, vous voyez que lorsque l'on demande aux professionnels RH, est-ce que vous pensez que le télétravail est source d'efficacité pour le travail de chacun? Pareil, à plus de 70%, ils vous disent bien sûr que oui. Mais lorsque vous nouez efficacité et travail collectif, ce chiffre tombe à près de la moitié, à 40%. Donc ça, à mes yeux, ça traduit que la coopération, oui, elle est rendue plus difficile quand on est en télétravail. Quelqu'un le disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Dylan ou quelqu'un d'autre, je crois que c'était Dylan, que la socialisation, qui est évidemment très importante quand on rejoint une entreprise, de fait, elle est rendue beaucoup plus difficile également quand l'espace de travail est éclaté. Donc, je pense que on va ressortir de cette crise avec quelques enseignements. Il faut évidemment travailler sur le modèle managérial, comment on communique, comment on autonomise, comment on collabore. Quand auparavant, au mieux, on avait 10 à 15% de son staff qui ponctuellement, typiquement un jour par semaine, travaillait à distance. Bon, c'était peut-être pas un grand changement. En tout cas, ça n'appelait pas forcément un changement des pratiques managériales. Si demain vous avez vraiment déjà aujourd'hui vous avez un collectif qui télétravaille et qui a vocation à le rester, comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on ajuste le modèle managérial? Ça, c'est quelque chose forcément sur lequel on va devoir travailler. Je pense que sur la coopération et la collaboration, on a tous vu une inflation d'emails parce que justement, ces échanges qu'on avait l'habitude d'avoir en face à face n'étaient plus possibles. Et ça questionne quelle technologie, quelle pratique de travail nous, entreprises, on doit mettre en place pour faciliter cette collaboration. Il y a évidemment la question également qui était traitée dans l'enquête des formes d'apprentissage, de partage des compétences qui doit aussi être pensée. Voilà, enfin, ça tombe sous le sens. Voilà, une formation en présentiel, c'était déjà plus le modèle idéal avant la crise. Ça allait évidemment de moins en moins avec ce qu'on a vécu depuis un an. Et puis, il y a vraiment ce thème de la socialisation au travail qui, moi, je trouvais est vraiment très important, avec une vraie question, comment on fait pour maintenir le lien social, comment on fait pour favoriser simplement qu'il y ait des échanges d'ordre amical, en tout cas social, au travail. On pourrait se demander, est-ce que la socialisation, elle doit nécessairement s'organiser au travail demain? Moi, je pense qu'il y a quelques entreprises qui ont eu des bonnes idées, des bonnes intuitions, qui ont fait levier en fait sur des communautés d'intérêt qui existaient déjà dans les organisations. Je pense par exemple des réseaux d'entraide, de promotion de la diversité, des clubs de sport, pour développer la citoyenneté d'entreprise. Certaines entreprises ont en fait soutenu ces réseaux-là pour s'assurer que les collectifs de travail restent soudés, quand bien même l'espace de travail il était disloqué le temps de cette crise. Donc voilà un peu ensemble ce que je voulais dire, Alain, sur ce que moi je. Merci William pour ton point de vue très intéressant. Alors on voit effectivement que le corollaire du télétravail, c'est aussi le management à distance, puisqu'il y a eu une explosion du management à distance. On le connaissait dans l'entreprise, je dirais c'était plutôt réservé à quelques cadres supérieurs qui avaient leurs équipes dans différentes usines en France ou en dehors de France, ou dans les organisations matricielles où on a des personnes dans différents sites, voire aussi dans différents pays. Mais là, Nicolas, aujourd'hui, on voit que le management à distance, finalement, c'est
même des managers qui avaient l'habitude d'avoir 100% de leur équipe à côté d'eux, qui finalement doivent changer. Donc, comment on peut préparer demain, toi qui vois, qui a un regard sur beaucoup d'entreprises, comment vois-tu la meilleure façon de préparer les entreprises et les managers pour demain? Qu'est-ce qui va rester demain de cette période compliquée? Je dirais, d'abord, c'est vrai que cette adaptation des managers à management à distance, ça n'a pas toujours été simple et parfois elle n'a pas été réussie. On voit bien que dans l'enquête, il y a à peu près un quart des jeunes diplômés qui sont en difficulté par rapport au management. Et les RH, on va dire aussi, ont le même niveau de lucidité puisqu'ils considèrent un quart qui a des difficultés de management. Mais moi, j'ai envie de voir les choses un petit peu différemment et de dire que là aussi, et je pense que ça répondra à ta question, c'est que là aussi, la crise a été un accélérateur d'une évolution du management. On voit bien que dans l'histoire des sciences de gestion, on passe souvent de moments où on favorise la cohésion, le lien entre les personnes, et d'autres, on est plutôt on développe plutôt le process, la procédure, et on est plutôt dans une alternance de quelque chose qui est à la fois du dur et du mou. Voilà, donc aujourd'hui, on est très clairement, et on peut s'en réjouir, à un moment où finalement, on a un besoin de développer de la cohésion, et j'ai bien aimé ce que disait Philippe sur la solidarité, et je crois que ça donne un peu l'orientation de ce que l'on peut faire sur le développement des managers pour les entreprises, c'est-à-dire des managers, des leaders, je ne suis pas sûr de l'opposition entre les deux termes, qui soient capables de générer de la solidarité, c'est-à-dire capables de générer de la cohésion dans leurs équipes, et ce qui veut dire être capable même d'être généreux, être capable voilà, moi j'aime bien, on a beaucoup travaillé récemment nous là-dessus, sur la question du leadership du don, le lien entre le fait d'être capable de donner et d'être leader, et je pense que ça c'est quelque chose qui est une piste pour vraiment préparer les managers sur leur rôle à venir. Alors, quand on parle des managers, il faut aussi être bien conscient qu'ils vont avoir à traiter ces diversités et ces fragilités qui sont de plus en plus en place, qu'il va falloir en plus travailler avec des personnes qui sont plus à distance, qui ont besoin d'accompagnement. On sait bien et on a commencé à avoir des premiers chiffres qui montrent que au-delà d'une certaine quantité de présentiel, on voit se développer une forme de désengagement. Donc, il va y avoir besoin de recréer quelque chose. Donc, des managers qui vont aussi avoir besoin de plus d'authenticité. Donc, des managers qui vont avoir besoin de beaucoup mieux savoir manager. Ce qui veut dire, et je pense que c'est peut-être le point important pour l'entreprise, c'est qu'il va falloir prendre encore plus soin des managers. Encore plus soin des managers pour arriver à ce qu'ils soient dans cette capacité à apporter de la générosité, du don et donc à entraîner et à accompagner leur équipe. Merci voilà ce Nicolas. Que dire. Merci pour ces paroles fortes. On voit donc dans le milieu RH, nous avons encore du travail pour accompagner nos managers. Vous trouverez bien sûr, pour ceux qui seront intéressés, dans le livre blanc, le détail, encore une fois, de toutes les questions et toutes les réponses qui ont été apportées. Donc, vous verrez, c'est assez riche d'enseignements et grâce aux échanges que nous avons eus ce soir, nous avons pu apporter des éléments complémentaires. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation et nous allons donc maintenant passer à la partie échange. J'espère que nous avons beaucoup de questions. Encore une fois, pour ceux pour les questions pour lesquelles on ne pourrait pas apporter de réponse aujourd'hui, nous les adresserons. Et puis, vous trouverez toutes les questions, puisqu'on aura on va en continuer d'enregistrer la partie échange, puisque là, on peut avoir aussi beaucoup de richesse qui peut émerger. Christina, as-tu des premières questions à nous transmettre? Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Alors oui, beaucoup de questions et une question qui rebondit parfaitement avec ce que vient de dire Nicolas à propos du télétravail. Donc c'est un peu le grand sujet du moment. Est-on aussi sûr que le télétravail soit une source d'augmentation de la productivité? On peut en douter avec les réactions des collaborateurs au cours des derniers mois et notamment chez les jeunes. Peut-être une question pour Nicolas ou…
Nicolas, ou, oui, ou même veut. William ou moi. Nicolas, est-ce que Moi, tu... je peux répondre avec des exemples précis, mais pas aucune certitude. Je pense qu'on va tout découvrir à partir d'aujourd'hui. C'est des phénomènes tout à fait nouveaux. On ne connaît pas des situations, enfin, on n'a jamais connu de façon aussi étendue de développement télétravail. C'était quelque chose qui était réservé à certaines populations. Moi, deux choses qui m'ont beaucoup frappé, c'est sur 2 enquêtes qu'on a réalisées, le fait que les collaborateurs, et je pense, avaient tous la conviction qu'ils travaillaient beaucoup mieux, avec beaucoup plus de productivité. Et cette conviction, elle était certainement fondée. Et en même temps, des managers qui disaient, mais on est en retard sur tous nos projets. Je pense que quand on parle la productivité à distance, il ne faut plus la penser, il faut plus penser productivité individuelle, mais bien réfléchir à quelque chose qui est de la productivité collective, c'est-à-dire comment on travaille ensemble. Et voilà. C'est là où il y a certainement des choses à faire et à inventer. Et quand je dis inventer, ce n'est pas simplement inventer au niveau national. Personne doit trouver des solutions pour arriver à ce que cette productivité collective se mette vraiment en place. Alors, moi, je dirais aussi sur cette partie-là que tout va dépendre du nombre de jours de télétravail dans la semaine. On a vu dans l'enquête qu'il y a globalement un consensus sur le fait que 2 jours par semaine, ça serait bien. Donc, je pense que effectivement, tous les salariés qui ont été amenés à travailler plus que 2 jours, des fois 4 ou 5, ça crée de la fatigue à terme parce qu'il n'y a plus de barrière non plus entre le professionnel et le privé. On n'a plus le lien social, donc c'est très fatigant, très usant. Donc certainement que là, on peut avoir une perte. Mais il faut se souvenir que c'était uniquement dans la phase de confinement, qu'on n'avait pas le choix et que ça a permis quand même aux entreprises d'assurer la continuité de leurs travaux. Mais on le voit, et puis je crois que même la NDRH avait fait une enquête sur ce sujet. Je crois que globalement, on arrivait à 2 jours de travail par semaine, qui semblerait être une norme tout à fait acceptable, où on garde à la fois le lien et l'aspect productivité, parce que quand on se déplace moins, je pense aux salariés qui sont en région parisienne, qui mettent 1 heure, voire 1 heure et demie pour aller travailler et le même temps pour repartir. Mais quand on épargne ce temps, c'est quand même de la fatigue en moins à la fin de la semaine. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre d'avantages, mais tout reste pour moi lié au dosage qui sera fait dans chaque entreprise. Je sais aussi dans beaucoup d'entreprises, on a laissé la liberté, le choix aux salariés de venir ou de ne pas venir. On donne des créneaux, mais sachez qu'il y a quand même dans certaines entreprises des salariés qui ne reviennent pas du tout. Alors peut-être que ça exprime autre chose, peut-être qu'il y a un autre problème, mais je pense que pour certains, ça peut être une bonne réponse. Voilà, donc c'est à la fois une approche collective, mais derrière des intérêts ou des attentes individuelles qui peuvent être très variables aussi selon qu'on est à Paris ou en région parisienne ou en province. Parce que à Paris, on a la problématique des temps de transport, mais en province, on a aussi un certain nombre de salariés qui ont des temps de trajet très longs entre leur domicile et l'endroit où ils travaillent. Donc voilà, tout ça, je pense, est à mesurer pratiquement dans chaque entreprise. En tout cas, on a vu que pendant cette période de crise sanitaire, il y a eu beaucoup de réponses apportées, trouvées à la fois par les RH et par les DSI qui ont été en première ligne. Et bien évidemment, quand ça dure, on n'est plus du tout dans le même ressenti qu'au départ. Voilà. William, je ne sais pas si tu as je peux faire un point, ou Muriel, petite remarque. J'aime assez l'idée que tu dises que pour chaque entreprise, ça sera un peu à négocier au niveau le niveau de négociation est intéressant parce que je suis surprise de voir combien ça a l'air évident qu'il faut mettre du télétravail maintenant partout et quelles difficultés rencontrent les partenaires sociaux pour se mettre d'accord au niveau national. Donc manifestement, il y a un principe général est difficile à trouver. Donc, à quel niveau il faut décider de ce télétravail? Et je pense qu'il faudra quand même mettre des règles. Oui, et alors aussi un point majeur pour moi que je peux noter sur le télétravail, c'est que d'abord le télétravail n'est réservé qu'à certains métiers, aux fonctions immatérielles, je dirais, alors que dans beaucoup d'entreprises,
Quand on est en usine, on est au pied de la machine. Dans le bâtiment, on est au pied du mur. Voilà, il y en a plein d'autres comme ça où l'activité se fait, elle ne peut pas être faite en télétravail. Et donc, la problématique qu'on aura à gérer dans ces entreprises, c'est l'équilibre ou la justice entre ceux qui doivent venir travailler tous les jours et puis ceux qui peuvent travailler de chez eux. Donc là, il y a aussi un aspect sur le collectif qui peut être gênant sur la durée. En tout cas, il faut bien l'expliquer et il faut être très attentif à ça, je pense. D'autres questions, Christina? Oui, alors une question qui concerne les jeunes. 15% de bénévoles chez des jeunes soi-disant très solidaires, c'est peu. Nicolas avait une réponse, il disait que c'était à peu près le nombre de bénévoles. Ah, Nicolas, ouais, tu veux apporter un éclairage sur ce point? 15%, ça serait peu. Il paraît 15% de jeunes bénévoles. Oui, il va parler. C'était William qui apportait la réponse, mais je la connais, donc je vais le faire en son nom. Il a dit, c'est que dans les chiffres de, je crois que c'est France Solidarité, c'est plutôt 25%. Et voilà, plus de 25%, 15%, c'est ce qu'ils ont répondu. Est-ce que vous avez spontanément fait des choses à l'occasion de ce confinement pour aider les autres? Moi, j'avais une autre. Donc, je n'avais pas de jugement là-dessus. Est-ce que c'est peu, pas beaucoup? On n'en sait rien, parce qu'en fait, on n'a pas tellement de références sur le sujet. Et le point que je voulais simplement dire, c'est de dire, dans le fond, moi, c'est pour qu'une société vive bien, pour que les gens soient, globalement, l'ensemble du corps social vive bien, il faut combien de bénévoles? Certainement pas 100%, ce n'est pas notre observation. Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 35? C'est ça qui va être déterminant pour que la société fonctionne bien. Voilà. C'est ça que je voulais apporter comme élément de réponse. William a certainement... Oui, alors merci. Non, mais juste pour revenir sur ces chiffres-là, c'était France Bénévolat, en effet, qui nous dit il y a à peu près 20-25% de la tranche d'âge des moins de 35 ans qui pratiquent le bénévolat de manière régulière. Ce que notre enquête a mesuré, c'est combien de ces jeunes, pendant la crise, ont spécifiquement levé la main pour participer à des réseaux d'entraide exceptionnels qui se mettaient en place. Que je disais que ce soit de l'aide pour apporter des repas, des personnes qui s'isolent, ou encore de l'enseignement, des choses comme ça. Et ce que je disais, c'est qu'ils sont 15%. Alors, je ne sais pas si c'est élevé ou pas, mais moi, je trouve que c'est une part significative des jeunes, surtout une fois qu'on a dit que la période a été particulièrement difficile, que ce soit pour suivre des cours, pour trouver un emploi, ou pour survivre à son emploi quand on l'a trouvé. Je pense en fait, ça peut nous inviter à tout, à regarder autour de nous et faire une mini-stat. Regardez autour de vous tous ceux qui ont aidé, et puis regardez par exemple vous connaissez. On avait 2 sur 3. Ce soir, sur le plateau, on avait 2 étudiants sur 3 qui sont engagés dans une association et qui a été créée l'année dernière, hein, Jacques, je crois. Donc, une association de jeunes RH qui vont transmettre leur savoir à des jeunes étudiants qui ne sont pas du tout dans la fonction RH. Donc, c'est superbe. Et ils ont déjà, donc, ils font des conférences, ils reçoivent des jeunes. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Bravo encore, en tout cas, pour votre engagement pour les jeunes que vous aurez à gérer bientôt dans l'entreprise. Christina? Oui, une question sur la colère. Comment expliquer cette colère des professionnels RH? À quoi est-elle liée? Ah oui, on avait effectivement posé des questions sur comment vous ressentez-vous? Donc, est-ce que je suis en pleine forme? Est-ce que je me sens bien, détendu, calme et serein ou un peu en colère? Et Nicolas, effectivement, on avait 20%, hein, je crois, des professionnels RH qui exprimaient, non, un peu plus, qui exprimaient une certaine colère. C'est important. Oui, et ça, c'est un point sur lequel on avait tiqué, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère, Nicolas? J'ai presque envie de vous retourner la question. Tu veux qu'on regarde? Voilà, parce que c'est pas évident. Je pense simplement. C'est toi qui va dire, là. Tu connais mieux le DRH. Voilà. Moi, je pense quand même que, et là, on est quand même dans une période où il y a beaucoup d'émotions. La charge émotionnelle est très forte.
Et le fait qu'elles se traduisent parfois en colère me semble tout à fait normal et légitime. Je pense que ça ne concerne pas que les RH, hein, ça concerne, et ce que ça nous invite à faire, c'est simplement être attentif à cette fragilité émotionnelle. Oui, comme tu l'as vu, il y a une déstabilisation sociale hein, du fait de ces mesures de confinement, ces restrictions. On en a parlé tout à l'heure et évidemment, on le voit dans la société au global. Donc, ce n'est pas surprenant non plus que les RH qui ont été en première ligne, hein, je le rappelle, très, très sollicités, expriment aussi cette colère. Alors, c'est 31%, le chiffre exact. 31%, oui. Voilà, donc c'est quand même pas neutre. Hein. Et c'est l'idée d'être encore confiné. Oui, l'idée d'être encore confiné. Est-ce que c'est d'actualité pour ce soir? Nos DRH vont renouveler leur... On fera un Ce qui sondage serait intéressant, c'est de demain. refaire l'enquête dans 3 heures. Là. Oui, l'idée, si on refait l'enquête dans 3 heures. Et Christina? Alors, une question sur l'enseignement à distance. L'enseignement à distance crée des situations de détresse psychologique en raison largement de la solitude forcée. Le format hybride n'est-il pas la solution? On dirait que c'est une question pour me. Alors, j'aimais bien dire, non, j'ai pas besoin de mes lunettes, pour dire que les enseignants sont pas contents quand il n'y a que du présentiel, ils ne sont pas contents quand il y a que du distanciel et ils ne sont pas du tout contents quand il y a de l'hybride. L'hybride, c'est assez complexe à mettre en place. Et c'est pourtant la solution qu'on essaye. Et effectivement, moi aussi, je pense que c'est une solution qui va se perpétuer. Moi qui le pratique, j'aimerais avoir encore plus d'étudiants en présentiel. Hein, donc, je pense qu'il faut aussi que les étudiants sortent de chez eux. C'est peut-être pas évident, peut-être parce qu'il y a des cours qui sont totalement en distanciel, donc ils n'ont peut-être pas le temps de rentrer. Il faut qu'on s'organise. Mais l'hybride, oui, il va certainement rester. Ceci dit, pour l'enseignant, c'est à la fois des compétences techniques, il ne va pas faire son cours tout à fait de la même façon, il faut qu'il reste quand même dans la vision de la caméra. Dès que j'écris sur le tableau, ils me disent « mais madame, on ne voit pas », enfin, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc techniquement, il faut peu de pratique et d'apprentissage pour les enseignants. Ça va sans doute rester. Et les personnes isolées, les étudiants isolés, si ils nous entendent, bah, qu'ils viennent dès qu'il y a des occasions de présentiel. On essaie d'en créer le maximum là, à l'université. J'ai envie de dire ça. Tina? Alors, une question sur la perte de repères. La perte de repères qu'évoque Philippe Durance peut-elle trouver une ouverture si l'entreprise organise des temps d'échange avec les salariés qui sont les parents de ces jeunes? Une idée intéressante. Déjà, est-ce que c'est à l'entreprise de mettre en place ces temps d'échange? Et là, donc, c'est l'idée d'échanger avec les salariés parents. Oui, alors c'est. Moi, je vois assez les maîtres d'apprentissage parents. Ça, c'est assez clair. Je vois bien ce rôle parent-enfant. Mais aller remettre de la parentalité à un moment où les jeunes qui rentrent dans l'entreprise doivent justement trouver cette autonomie, prendre leur indépendance. Je ne sais pas si... c'est vrai que tous les échanges sont riches, mais c'est pas... dans le retrouve, enfin, je veux dire, dans ces rôles parents-enfants, qu'on va les développer les mieux. Je ne suis pas sûre que d'ailleurs les jeunes s'intéressent à retrouver des parents dans le cadre de vos entreprises. Peut-être ça. Non. Si je peux bondir là-dessus, à mon sens, cette perte de repères. William, le rapport adulte-adulte est bon. Oui, il a tu disais quelque chose, William? Si je peux bondir là-dessus, à mon sens, cette perte de repères, elle fait le lien avec l'invitation à revisiter le modèle managérial. Il y a simplement ce constat qui fait que les jeunes, plus que les autres salariés très expérimentés, ont besoin de guides, ont besoin qu'on leur explique davantage ce qui est attendu d'eux, ce qui
ce qui va se passer, comment ils peuvent contribuer. C'est sans doute très facile quand on est assis à côté de son manager ou de son maître d'apprentissage. Voilà, on voit ce qui se passe, on sait où on est attendu. Quand on est chez soi, quand on est isolé, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense qu'il faut réussir à créer un modèle managérial où il y a davantage de rites, où peut-être on a une attention renforcée envers ces jeunes. Et je ne pense pas que la solution, ce soit de poser un intermédiaire supplémentaire. Je pense que ça ne va pas vers l'autonomisation qui est le passage obligé lorsque on prend son premier emploi dans une organisation. Alors, une question sur le pessimisme et l'écart de perception. Au-delà du pessimisme que révèle l'enquête, l'écart de perception jeune DRH est significatif. Que faut-il en penser? Déjà, ce qu'on avait vu sur une chose qui nous avait frappé aussi dans l'enquête, c'est que les professionnels RH étaient plutôt confiants pour eux-mêmes, confiants dans leur entreprise. Et par contre, quand on posait la question, comment voyez-vous dans les autres entreprises, comment voyez-vous là, ils étaient plus pessimistes. Donc, c'est assez curieux. Alors, on y a réfléchi. On sait qu'il y a toujours un écart comme ça entre la propre perception qu'on a de soi-même, de sa vision dans l'entreprise. On est plutôt confiant. Et puis, dans les autres entreprises, c'est moins bon. Mais là, l'écart a été vraiment plus fort que d'habitude, hein, Nicolas, ce qu'on avait analysé. Donc, l'écart de perception est normal, mais là, exacerbé par la situation. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que les RH et les jeunes étaient très contents de la façon dont leur entreprise a géré la situation, a pris en compte leurs problématiques, les problématiques économiques. Donc là, on avait aussi plutôt quelque chose de positif et de convergent. Mais alors l'écart après sur le reste, comment s'explique-t-il? Je ne saurais pas dire. Je pense que ce que tu as dit, c'est qu'il est... Oui, c'est un écart qui est classique. Hein, je le reprends très simplement. Les entreprises en France vont très mal. 80% des gens vont dire ça, et puis 80% vont dire mais mon entreprise n'est pas concernée. Donc, ce phénomène-là est un grand classique, et je peux le faire sur le management. Enfin, il y a quelque chose qui est assez classique. C'est vrai qu'il s'est très écarté. C'est pas la première fois qu'il s'écarte. Hein. À chaque crise, on voit cet écart très fort qui se fait et qui est lié à ce phénomène de crise où on entend beaucoup de choses, où on est très inquiet pour le futur, et on se rassure en regardant l'environnement. Ça nous donne la clé, en fait. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en situation de crise, il faut se concentrer sur ce qu'on fait au jour le jour, travailler autour de soi, puis bien sûr aller voir très très loin, mais pas regarder à mi-distance, là on ne peut pas faire grand-chose, et juste avoir peur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez classique. Alors, l'écart entre les deux, moi, je pense qu'il est tout simplement lié à une situation différente. Quand vous avez un travail, qu'en plus ce travail vous sollicite énormément, parce que les DRH ont été énormément sollicités pendant cette période, et que votre utilité et l'utilité de ce que vous faites apporte des choses déterminantes à l'entreprise, eh bien, votre travail a du sens, hein, c'est fort pour vous. Alors que quand vous êtes plutôt dans un premier job, vous êtes éventuellement un peu inquiet sur la durée de votre poste, vous voyez plein de copains qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas, en plus vous n'avez pas le droit de boire un coup, vous devez le boire tout seul en face d'une caméra, enfin tout ça, ça fait que c'est quand même pas c'est une période assez difficile, et on est sur deux situations sociales, je pense, profondément différentes. Alors, dans les écarts aussi entre les jeunes et les RH, il y en avait un sur le statut. On a vu, Philippe l'a dit tout à l'heure, hein, mission unique sur une longue durée, ça ne marche plus. Pour autant, c'est pas une raison pour laquelle le CDI perd de l'importance. On l'a vu, hein, le CDI reste une clé à la fois pour s'intégrer, pour trouver un logement, pour acheter ou pour louer.
le CDI est quand même recherché hein, en priorité par rapport aux autres formules, mais pour autant, ça ne veut pas dire effectivement que ces jeunes vont rester longtemps dans l'entreprise. Hein, ça, on le voit hein, dans les enquêtes, au bout de 3-4 ans, il y a un turnover naturel qui se fait. Par contre, on avait vu tout à l'heure que l'approche, le sens, la recherche de sens va rester un élément déterminant. Et couplé à la marque, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut devenir un levier très fort. Alors, si on prend l'attachement, l'intérêt de la marque, on voit que les DRH apportent plus d'importance que les jeunes diplômés sur la marque. Est-ce qu'on a même 36%, comme je disais tout à l'heure, de jeunes qui pensent que la marque n'est pas importante. Mais pour autant, si on arrive à coupler dans l'entreprise à la fois le sens de la mission et le poids de la marque, là, on peut avoir un effet levier très très fort en termes de fidélisation et de motivation. C'est ça, hein, Nicolas, ce qu'on pouvait ressentir. Alors une question sur le rôle que pourraient jouer les jeunes diplômés RH vis-à-vis de leurs pairs pour les rassurer et partager la vision RH plus long terme dont ils ont connaissance par leur DRH. C'est une très jolie question, ça. C'est aussi la raison pour laquelle on avait souhaité, dès le départ, associer nos jeunes étudiants apprentis en se disant que ce serait bien qu'ils participent aussi à cette enquête pour comprendre l'état d'esprit, pour comprendre dans quel état d'esprit aussi vont arriver les jeunes diplômés dans les entreprises dans lesquelles eux-mêmes vont être RH dans quelques temps. Donc ils sont en première loge de ce travail et ils auront donc des éléments aussi pour comprendre peut-être plus vite ce qui peut se passer autour d'eux. Voilà, alors en plus avec l'engagement, on l'a vu dans des associations type CAP-RH, je pense qu'on va voir en tout cas pour les jeunes étudiants du CIFOP, des jeunes bien affûtés, non seulement sur les aspects techniques, professionnels, mais aussi sur toute la partie soft skills, motivation et ressort de l'engagement. Qu'est-ce que tu en penses, William? Tu es d'accord avec moi là où je suis un peu trop... Corporate. Non, pas assez. Non, je pense que c'est ça, Alain. Et puisque tu m'y invites implicitement, je saisis la perche. Moi, j'aimerais aussi dire à tous les jeunes diplômés du CIFOP que le CIFOP Alumni leur offre un service pour accroître leur cours d'apprentissage en les matchant avec un alumni plus expérimenté qui puisse les guider la première année de leur travail. Oui, puis je pense qu'ils peuvent effectivement, quand ils sont dans leur entreprise, jouer un rôle fort auprès de leurs collègues, alors soit des équipes RH, soit des jeunes qui sont embauchés en même temps qu'eux dans les autres services. Hein. Il y a des liens très forts qui se créent comme ça dans l'entreprise avec les nouveaux arrivés, hein, les rookies, comme on disait dans les boîtes anglo-saxonnes. Donc c'est un atout, je pense. Et oui, ils ont un vrai rôle à jouer. Ils sont les futurs DRH de demain. Donc autant qu'ils soient bien alertes et bien au fait de toutes ces problématiques sociales, puisque les RH gèrent les hommes dans l'entreprise et gèrent beaucoup d'irrationnel. Donc c'est important de savoir décoder ces comportements et ces postures. Alors une dernière question sur les jeunes qui débutent leur carrière dans ces conditions difficiles, là, dont on a abondamment parlé. Les jeunes qui débutent leur carrière dans ce contexte garderont-ils des traces dans leur rapport au travail une fois la crise passée? Difficile à dire, il faudrait presque interroger nos petits jeunes qui sont encore avec nous sur le plateau. Certainement. Est-ce qu'il y en a un qui veut peut-être dire un mot sur ça? Est-ce que... Alors, on peut penser que certains vont garder des traces parce que c'est quand même des moments difficiles que nous vivons, tous dans la société, hein, pas seulement les jeunes, mais aussi toutes les personnes.
Donc c'est clair que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont déjà du mal en ce moment dans la partie formation, se préparer à demain. Donc c'est sûr qu'en phase intermédiaire, je pense que tout ça risque de laisser des traces. Mais Jacques va nous donner des éléments. Vous pouvez retirer votre masque. Oui, effectivement. Oui, je pense qu'il y a un vrai sujet de ce côté-là, surtout sur l'accompagnement qu'on peut avoir pour les jeunes qui ne font pas de l'RH et qui n'ont pas tout ce recul que nous, on a. On a vraiment cette facilité, même si c'est notre première ou notre deuxième année d'apprentissage, de voir tous les services transverses, de comprendre un peu ces mécanismes-là, et on a un vrai rôle pour accueillir les jeunes, effectivement. Et nous, on va en garder des traces, parce qu'on est la première génération qui commence le travail quasiment en télétravail. Pour certains, c'est quand même un vrai enjeu en termes d'intégration. Donc ça, c'est sûr qu'on a un vrai accompagnement à faire sur notre génération par rapport à ça. Merci Jacques. Merci. Y a-t-il d'autres questions, Christine? Il semblerait que nous avons répondu, j'espère, au mieux à toutes les questions que vous avez pu vous poser. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette réunion ce soir, à cette émission. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout pour entendre toutes les réponses et écouter aussi les questions. Vous êtes certainement maintenant impatients de savoir ce qu'a dit le Premier ministre. Donc nous allons vous libérer. Et moi, je tiens encore à remercier toute l'équipe projet, Muriel, Christina, Nicolas, William et Philippe qui, depuis des mois, ont travaillé, et bien sûr tous les étudiants qui nous ont aidés à garder le fil conducteur et à nous assurer qu'on n'était pas trop dans nos chiffres ou dans nos élucubrations. Donc rendez-vous avec le livre blanc que vous pourrez lire attentivement et merci des retours que vous pourrez nous faire. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous disons à bientôt pour les adhérents d'Agora ou à bientôt pour les étudiants que nous retrouverons à Paris 2.